quatrième audition aujourd'hui sur cette proposition de loi sur la multipropriété des clubs du football avec Pierre Rondeau, qui est économiste spécialiste de l'économie du sport et notamment du football, professeur d'économie à la Sport Management School, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès, chroniqueur en économie du sport à la fois sur la chaîne L'Équipe et dans l'émission Estelle Midi sur RMC Story. Voilà, je crois, Pierre, vous vous êtes déjà exprimé sur la question montante de la multipropriété des clubs de football, notamment dans un article publié il y a quelques mois dans SoFoot, intitulé La multipropriété, l'avenir du football, point d'interrogation. Et vous y inquiétiez notamment de la remise en question des règles en place contre la multipropriété au sein de l'UEFA, déclarant que ça ouvrait la voie à la multipropriété, qui altérerait durablement la concurrence, l'équité et l'équilibre compétitif. Donc voilà pourquoi vous êtes là. Donc pour vous expliquer un petit peu rapidement cette proposition de loi, c'est une proposition de loi que j'ai initiée au départ en lien avec les supporters du Red Star, qui est un club de ma circonscription. Et c'est une proposition de loi que je veux transpartisane, parce que j'ai assez envie qu'elle passe, ce qui est possible. Donc pour l'instant, j'ai épuisé des députés, notamment dans l'équipe de l'Assemblée nationale. Donc il y a des députés républicains qui s'y intéressent, du MoDem, du Parti socialiste, du Parti communiste, de France insoumise, et je ne désespère pas qu'il y ait d'autres groupes encore qui s'y joignent pour essayer de faire en sorte que cette proposition passe. L'idée étant, et je vous le dis aussi parce qu'à un moment donné, on parlera peut-être, au-delà de l'analyse de la description du phénomène, on parlera peut-être préconisation, l'idée étant, à travers la question de la multipropriété, de voir comment on peut légiférer, mais aussi comment on peut légiférer plus globalement sur la question de la financiarisation du foot et à qui appartient le foot, les clubs. Voilà, je vous ai résumé. Donc je voudrais d'abord savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette question et à vouloir prendre position dessus. Et il faut allumer votre micro. Déjà, merci pour cette invitation et pour pouvoir participer à cette réflexion, ces travaux de réflexion sur la future rédaction d'une proposition de loi. De façon très globale, ce qui m'a poussé à réfléchir, en tout cas réfléchir est un bien gros mot, mais en tout cas à me questionner sur la multipropriété et l'intérêt qu'auraient les instances du football, qu'elles soient nationales ou européennes, internationales, à contrôler, en tout cas à mieux légiférer, à mieux contrôler les actes de multipropriété qui existent déjà, et j'imagine que vous avez beaucoup d'exemples en tête. L'intérêt, il est sportif, il est pour protéger l'intégrité sportive, il est pour protéger l'équité sportive, il est pour protéger le mérite sportif, pour protéger la méritocratie sportive, pour protéger finalement ce qui fait l'essence du football et du sport de manière générale. Parce que, effectivement, on pourrait y revenir, mais c'est vrai qu'on traite beaucoup du football en partant de l'exemple du Red Star, mais la multipropriété concerne l'ensemble des sociétés sportives. Et on peut très bien avoir des actions ou des parts dans différents clubs de différentes disciplines. Donc globalement, c'est un intérêt, je dirais, presque citoyen, en tout cas militant, de s'attaquer à la défense de la loi qui existe déjà, en tout cas de la lutte contre la multipropriété, pour défendre l'intégrité, l'équité, l'intensité, l'équilibre sportif, et éviter tous les effets pervers, et éviter toutes les conséquences néfastes qu'ouvrirait l'ouverture à la multipropriété entre des clubs de même discipline et au sein de même compétitions sportives. Du coup, est-ce que vous pouvez me décrire un peu plus précisément ces effets néfastes d'un point de vue sportif ? Quels sont les risques, y compris avec des exemples si vous en avez. Dans le cadre de la multipropriété, il y a premier élément quand il s'agit de. Alors, on peut dissocier effectivement des clubs unis par un même actionnaire, par un même propriétaire, qui ne participeraient pas forcément aux mêmes compétitions. On a la Galaxy Red Bull, on a la Galaxy City, on a ces actionnaires qui disposent de plusieurs clubs qui ne font pas forcément partie d'une même compétition. Puisqu'on fait référence au Red Star, ce n'est pas le cas ici, parce que le Red Star était indirectement lié au club de Nancy, donc dans une même division au sein du championnat national. Donc déjà, si on considère la multipropriété en dehors des mêmes compétitions, on est un club autrichien, on est un club allemand, un club en Italie, un club au Brésil, un club au Japon, un club en Amérique du Nord,
c'est qu'il va y avoir une distorsion de concurrence au niveau de la transmission de l'information, au niveau de l'échange de l'information. On peut avoir, par exemple, c'est ce qu'il y avait avant que l'UEFA commence à mettre son nez dans le dossier et à vouloir sanctionner, en tout cas à vouloir contrôler la galaxie Red Bull entre Salzbourg et Leipzig, c'est que précédemment, jusqu'en 2018, il me semble, à vérifier sur les dates, on avait un même directeur sportif pour les deux clubs. On avait un même directeur sportif, donc on avait un échange d'informations, on avait un échange de joueurs, on avait un échange de bons procédés, et on avait donc une distorsion de concurrence vis-à-vis des autres clubs, puisque les clubs pouvaient finalement s'échanger leur base de données, et on sait qu'aujourd'hui la data dans le football est très importante. Ils pouvaient s'échanger leur base de données, pouvaient s'échanger leur méthode d'entraînement, leur méthode de formation, leur méthode de trading, leur méthode de scouting, pour minimiser finalement les coûts de gestion, les coûts de fonctionnement des clubs, et pour assurer une maximisation du traitement dans la transmission de l'information. Donc ça, c'est déjà... On le voit, c'est déjà porté atteinte, dans le cadre de la multipropriété, à l'intégrité, à l'intensité sportive par une distorsion de concurrence, puisque les clubs vont pouvoir s'échanger des informations. Ensuite, quand il va s'agir de... Alors, je pourrais aller plus loin dans ce cadre-là, puisqu'on peut aussi avoir en tête des transferts ou des prêts. Et je sais, pour avoir relu récemment... D'ailleurs, j'imagine que vous l'avez aussi relu, un rapport sur le sujet du Sénat datant de 2004, sur la question de la multipropriété, qui faisait état justement de questions sur les transferts et les prêts entre clubs liés par un même actionnaire. On sait que l'UEFA est très vigilante sur la question du prix juste et du prix du marché, sur la question des transferts ou des valeurs de sponsoring, de contrats de sponsoring ou de contrats de partenaires. Et on peut se poser la question de la véracité ou de la comment dirais-je, de la réalité de la valeur d'un transfert d'un joueur quand cela concerne des clubs liés directement ou indirectement par un même actionnaire. On a l'exemple d'Upamecano, le joueur de l'équipe de France, qui est passé de Salzbourg à Leipzig. Et on peut s'imaginer que quand bien même nous n'ayons pas... Marc Le Fur, qui est député républicain. Upamecano, donc, est passé au sein de la même galaxie Red Bull de Salzbourg à Leipzig. Effectivement, on peut se poser la question de la valeur du transfert qui a été échangé entre les deux clubs, étant donné qu'ils sont liés par un même actionnaire qui est en l'occurrence Red Bull. On peut s'interroger sur la négociation qui a eu lieu entre les deux clubs, comme ils sont liés par un même actionnaire qui est Red Bull. Donc on peut s'interroger sur la pertinence et la qualité de la négociation entre deux clubs, quand bien même ils ne soient pas issus d'un même championnat ou d'une même compétition, s'ils sont liés par un même actionnaire. Donc on a aussi la question, au-delà de la transmission de l'information, on a aussi la question de la qualité de la négociation lorsqu'il s'agit d'un prêt ou d'un transfert entre deux clubs issus d'une même galaxie. Maintenant, concernant l'intégrité sportive, lorsqu'il s'agit de clubs issus d'une même compétition, en l'occurrence ici Red Bull, le Red Star et Nancy, on pouvait aussi se poser la question, et beaucoup ont eu tendance à l'oublier, qu'au début des années 2000, Lyon et Paris étaient concernés, puisque Paris était sous actionnariat de Vivendi, et Canal+, détenu par Vivendi. Vivendi avait des parts dans Canal+, qui détenait le PSG, et Vivendi détenait Pathé, qui avait des parts dans Lyon. Donc Lyon et Paris étaient aussi concernés par la question de la multipropriété et étaient indirectement liés. Et on pouvait se poser des questions sur deux clubs qui sont issus d'un même actionnaire de façon directe ou indirecte, évoluant dans un même championnat en ce qui concerne l'intégrité sportive. Que va-t-il se passer lors d'un affrontement direct, lors d'un affrontement indirect? On peut toujours se poser la question, si un tel doit se qualifier en Coupe d'Europe, il manque 3 points, va-t-il lever le pied face à son équipe, à l'équipe qui est indirectement liée par l'actionnaire? Que va-t-il se passer lorsqu'il va s'agir de confrontations directes pour une lutte contre la relégation, pour une lutte pour les compétitions européennes, lever le pied avant un match phare, avant un match européen? On va toujours se poser ces questions d'intégrité et d'équité sportive lorsqu'il s'agit de clubs issus directement ou indirectement d'un même actionnaire. L'exemple que j'ai en tête à ce niveau-là, mais comparaison n'est pas raison, mais en tout cas c'est pour illustrer la chose, c'est, alors j'ai plus la date, mais c'est dans ma mémoire. C'était en Formule 1 à l'époque de l'équipe de Ferrari, entre Michael Schumacher et Felipe Massa.
qui est effectivement 2 pilotes d'une même équipe, on va demander au pilote numéro 2 de reculer, de ralentir quand bien il soit en tête pour laisser passer le numéro 1 et qu'il accumule des points. Et c'est la même chose en vélo, exactement, entre les leaders et les suiveurs. On va toujours demander à ce que le leader passe devant et donc au suiveur de lancer la course et ensuite de ralentir pour laisser passer le leader. Donc on peut se poser effectivement cette question, que ce soit dans les championnats nationaux pour une même compétition, que les compétitions européennes C'est pas tout à fait la même comparaison, je me permets, parce que la différence, c'est que là, c'est au sein d'une même équipe cycliste, au sein d'une même équipe de Formule 1. Donc pour moi, la comparaison, c'est au sein d'un même club de football. Voilà. C'est pas comme si vous aviez une équipe de Formule 1 et une autre équipe de Formule 1, je sais pas, d'un côté il y a Ferrari, de l'autre côté il y a Renault, et il se trouve qu'ils ont le même actionnariat. Et là, c'est ça la comparaison qui pourrait être faite, je pense. Je suis assez d'accord. En vélo, on ne sait pas si c'est un sport individuel ou un sport d'équipe. C'est l'une des difficultés, puisque c'est à la fois un sport individuel et un sport d'équipe. En voiture un peu à certaines occasions. Mais ça a quand même des incidences, ne serait-ce que sur les paris sportifs. Bien sûr. Et puisque là, le pari, il est directement influencé par une décision qui peut être prise par une personne à la fin. Bien sûr. Excusez-nous, vous continuez votre... Passionné, donc donc on était sur le cas des effets pervers et des critiques à formuler à l'encontre de la multipropriété lorsqu'il s'agit de clubs n'évoluant pas dans la même compétition. En ce qui concerne l'échange d'informations et les billets dans les négociations de transfert et prêts, on avait les critiques formulées au niveau de l'intégrité et de l'équité sportive lorsqu'ils évoluaient dans la même compétition. Effectivement, pouvoir lever le pied, pouvoir s'être incité à perdre un match pour faire passer finalement l'équipe numéro 1. Alors on sait qu'il y a eu un affrontement en Coupe d'Europe en 2019 entre Leipzig et Salzbourg, deux entités liées à la galaxie Red Bull. Donc pareil, et vous l'avez très bien rappelé au niveau des paris sportifs, on peut s'imaginer qu'il y a un biais lorsqu'on a deux équipes qui s'affrontent et qui sont issues du même propriétaire. On pourra se poser la question si demain on a en Coupe d'Europe un affrontement entre l'AC Milan et le TFC qui sont liés à un même actionnaire. On pourra aussi demain, si le PSG venait, ce qui font un très fort lobbying à ce niveau-là, à racheter le club de Manchester United, que se passera-t-il s'il y aura un affrontement entre Manchester United et le Paris Saint-Germain au niveau de l'équité, de la neutralité sportive? On pourra toujours se poser la question s'il y a eu ou pas entente pour que l'un ou l'autre décide du résultat et favorise l'un ou l'autre club. Alors là, j'ai une question immédiate à vous poser avant de parler des questions économiques là, sur le point de vue sportif. C'est que l'exemple que vous donnez sur le Paris Saint-Germain-Lyon, en fait, là, on est plus sur une question de multi-actionnariat que multipropriété. C'est-à-dire que on est d'accord. Donc, est-ce que c'est pas aussi une dimension qu'on doit prendre en compte? Et dans ces cas-là, à quelle hauteur on peut considérer que un acteur économique, quel qu'il soit, fonds de pension ou société liée au sport, peut suffisamment influer sur un club pour qu'on considère que cette multi-actionnariat est un rôle décideur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais... Si vous voulez, alors effectivement, vous avez raison dans la distinction sémantique entre le multi-actionnariat et la multipropriété. En ce qui concerne le cas du PSG et de Lyon, nous avions des actionnaires qui avaient des parts majoritaires, que ce soit Canal+ ou Pathé. Ils avaient des parts majoritaires dans le club et donc ils pouvaient à ce titre-là être décisionnaires sur la gestion et la direction du club. Et ils étaient effectivement indirectement liés au groupe Vivendi. Je vais prendre le cas britannique pour tenter d'apporter une réponse, en tout cas d'une analyse personnelle. Mais en tout cas, les Britanniques autorisent cette multi-actionnariat, en tout cas qu'un même propriétaire des actions dans différentes entités sportives, mais ces actions sont plafonnées à 9,9% des parts du club, mais qui n'a pas de part majoritaire. Il n'a pas de part majoritaire, donc il n'est pas directement décisionnaire. Il a des parts... Excusez-moi, vous pouvez répéter ça? Excusez-moi, en Angleterre, en Angleterre, ouais. Un même propriétaire peut disposer de parts dans différents clubs sportifs, d'une même discipline, d'une même compétition, mais cette détention d'actions est plafonnée à 9,9%.
Donc il n'a pas de part majoritaire, il n'est pas décisionnaire, il est simplement actionnaire. Et si on peut considérer comme un club de sport, un club de football plus précisément en Première Ligue, comme une société commerciale, peut-être à but de lucrativité, il est un simple actionnaire et il n'a aucun pouvoir de décision. Il est simplement là pour diversifier ses placements, pour diversifier ses investissements. Et il peut donc détenir des actions dans différents clubs, mais plafonnées à 9,9%. Donc on peut aussi se poser ce genre de questions, où on peut aussi autoriser d'une certaine manière cette multi-actionnariat à des parts minoritaires et contrôler, interdire à ce qu'on ait des parts majoritaires dans plusieurs entités sportives pour éviter les biais de distorsion et voilà, ces biais dans la concurrence qu'on a déjà précisé en amont. On peut aussi, d'une certaine manière, finalement, il me semble, vous me direz si je me trompe, que dans le cadre de la réglementation sur la presse, il y a une interdiction à ce qu'un même actionnaire dispose de plusieurs groupes, plusieurs titres, en tout cas, il me semble qu'il y a une contrainte et une interdiction d'accumulation d'un certain nombre de médias par un même actionnaire. J'ai ouï dire que Bolloré devait vendre le journal Gala pour continuer à posséder ces autres entités journalistiques. Donc on peut aussi, j'imagine, par le biais de la loi, mettre une contrainte dans le multi-actionnariat mais finalement imposer à ce qu'un même actionnaire ne puisse pas disposer de plus de tant de X pourcentage de parts dans plusieurs entités sportives. D'accord, merci. Moi, ce que je vois, là, on a vu les risques sportifs. Moi, je voudrais parler maintenant des questions de risque économique. Et si possible, que vous rentriez un peu dans le détail. Pour aller, si je dresse un peu le portrait, on a des fonds d'investissement, on a des financiers qui investissent dans des clubs de foot sans forcément que ça ait la rentabilité attendue. Alors, parfois pas de rentabilité du tout, et en tout cas loin des rentabilités classiques du capitalisme aujourd'hui, qui est plutôt à 2 chiffres que voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Pourquoi ils investissent? Et surtout, quels sont les risques en termes d'équilibre économique du système? Et autrement dit, est-ce que on pourrait imaginer que si on laisse faire comme ça, on ait à un moment donné des faillites en série qui est le même genre d'impact que la crise des subprimes, pour aller vite, quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu précédemment ou un rappel, j'ai pas envie de paraître ou de commencer un cours magistral sur l'histoire économique du football, mais finalement, ce qu'on a aujourd'hui dans cette forme de financiarisation du football et cette arrivée, l'émergence des fonds d'investissement dans le football, c'est la conséquence de 40 ans finalement de gestion lâche. Et ici, je vous cite les termes de l'économiste Vladimir Andreev, qui, pour la question du football, parle de comptabilité lâche et qui a montré à travers l'étude des comptes de la DNCG depuis la fin des années 80, à quel point les clubs de foot professionnels n'étaient, vous l'avez rappelé, étaient incapables, pour leur immense majorité, à dégager des résultats économiques à minima à l'équilibre et au mieux excédentaire, que l'immense majorité des clubs étaient finalement en déficit structurel. Là, je vous cite les éléments de M. Andreev, étaient en déficit structurel et que finalement, depuis 40 ans, les clubs de football maintenaient une certaine forme de solvabilité par l'apport de l'actionnaire. On avait l'actionnaire qui venait finalement renflouer les comptes et année après année, devant les passages devant la DNCG, présenter des comptes en déséquilibre, mais assurer leur solvabilité parce que précisément l'actionnaire renflouait les comptes et l'actionnaire assurait la dette, l'actionnaire signait le chèque. On sait par exemple, on a en tête un Robert Louis Dreyfus qui pendant des années à l'Olympique de Marseille, tous les ans signait un chèque, tous les ans le club était en déficit. On a par exemple récemment Gérard Lopez à Bordeaux qui a de nouveau apporté de sa poche 40 millions d'euros pour assurer les finances du club. On a le PSG qui, malgré ce qu'il est devenu aujourd'hui, présentait des comptes en déficit permanent ces 3 ou 4, voire 5 dernières années, et qu'on avait à chaque fois l'actionnaire qui venait solvabiliser les comptes. Donc l'économie du football professionnel française, ou du football français,
était jusqu'ici structurellement en déficit, était caractérisé par cette comptabilité lâche. Mais on avait l'actionnaire qui venait apporter ses fonds. Et ce qu'on met en avant, et je vous renvoie à la très bonne analyse de Manuel Sochet sur la question de la sociologie des présidents de clubs, qui montre que depuis les années 50-60, les présidents de clubs viennent non pas dans un intérêt d'entrepreneur capitalistique, en cherchant à dégager une rentabilité financière, mais viennent dans un but de passion. Alors aussi pour apporter une image locale ou nationale et pour s'offrir une identité de marque, étant pour la plupart issus de CSP classe populaire, mais pour s'offrir finalement un gain social, mais ils ne venaient pas dans un intérêt purement lucratif. Ils dépensaient sans compter. Et on parlait même d'irrationalité de gestion, puisque finalement ils perdaient de l'argent, mais ils continuaient à adorer, ils continuaient à venir, ils continuaient à signer des chèques, à renflouer les comptes, à supporter leur club de cœur, à venir dans les tribunes présidentielles et à adorer cette passion footballistique. En fait, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le Covid. On a eu le Covid, et le Covid a été un révélateur de la fragilité totale de l'économie des clubs de foot. Le Covid a montré à quel point les clubs de foot étaient d'une fragilité totale, qu'un simple grain de sable dans les rouages était capable de faire exploser toute son économie. Vous retirez les droits TV, vous retirez la billetterie, vous retirez la visibilité, vous arrêtez les matchs du fait des confinements. En moins de 6 mois, l'immense majorité des clubs a crié famine. Mais ça, excusez-moi, mais ça, c'est vrai de toute entreprise. Bien sûr, sauf que là, vous avez dans le cadre des clubs de foot, une absence totale de liquidité en réserve, une absence totale de fonds d'assurance, de fonds de réserve. Vous aviez des actionnaires qui jusqu'ici renflouaient par passion et qui aujourd'hui on leur demandait de renflouer pour rien, de façon gratuite, et qui sont retrouvés à perdre. Et eux-mêmes, et vous l'avez aussi rappelé, le Covid a concerné l'ensemble des entreprises, y compris les entreprises principales des actionnaires, qui gagnaient de l'argent via leurs autres placements économiques et financiers, et qui, grâce aux gains réalisés dans ces autres placements économiques et financiers, venaient renflouer leur club de foot de cœur. Et avec le Covid, ils ont perdu de l'argent à tous les niveaux. Donc là où ils en perdaient dans un secteur particulier, ils en perdaient aussi dans le secteur footballistique. Et ils ne pouvaient pas, par un effet de vase communicant, prendre l'argent gagné quelque part pour l'amener au football. Ils perdaient partout de l'argent. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il fallait une absolue nécessité d'ouvrir le capital et d'assurer les finances des clubs. Et on a acté un début, une accélération, je dirais, parce qu'on avait déjà observé, une accélération de la financiarisation, où finalement, on a eu une augmentation du nombre de clubs vendus depuis le Covid, que ce soit à tous les niveaux et à tous les échelons sportifs. Là, récemment, le Red Star, Lyon, Strasbourg, Troyes. De plus en plus de clubs ont été vendus, et notamment des fonds étrangers, qui finalement, eux, ont trouvé un intérêt puisque les clubs étaient bradés. Et comme les clubs étaient bradés parce qu'en souffrance, ils pouvaient à peu de frais capter un club à structure professionnelle, capter un club à renommée nationale, voire internationale. Je pense notamment au fonds d'investissement Redbird Capital, qui pour la petite somme de 20 millions d'euros a récupéré un club comme le TFC. Et c'est pas anodin, c'est quand même, il me semble, la 4e ou 5e ville de France. Un club qui a des infrastructures de niveau professionnel et très haut niveau professionnel. Donc pour seulement 20 millions d'euros, quand on compare les prix qui sont fixés en Angleterre, c'est le jour et la nuit. En Angleterre, on est plutôt aux alentours des 300, 400, voire 500 millions de livres. On parle d'1 milliard pour le club de Manchester United. Et là, on peut récupérer un club qui évolue en Ligue 1 et qui, là, demain, va évoluer en Coupe d'Europe, qu'ils ont capté pour seulement 20 millions d'euros. Donc les fonds d'investissement ont comme premier intérêt pécunier de capter des entreprises, non pas en perdition, mais en très grande difficulté, donc qui viennent pour peu de frais, finalement, avec, effectivement, là, il y a un changement de paradigme, il y a un changement de logiciel, il y a un changement de modèle, c'est qu'on va, avec cette financiarisation du football, sortir, en tout cas, tenter de sortir de la comptabilité lâche, qui avait jusqu'ici les patrons actionnaires passionnés et irrationnels, pour aller vers une logique de tentative de rentabilité. Ça n'a pas forcément fonctionné. On l'a vu à Bordeaux, ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, ils vont changer de modèle, ils vont changer de paradigme, avec le risque, vous l'avez parfaitement rappelé, le risque que, comme leur seul intérêt pour ces fonds d'investissement, c'est la lucrativité et la rentabilité, si ça ne marche pas, on s'en va.
Et si ça ne marche pas, c'est pas eux qui vont assurer les comptes, c'est pas eux qui vont solvabiliser, c'est pas eux qui vont couvrir les pertes. Si ça ne marche pas, s'ils ne sont pas capables de dégager des fonds, s'ils ne sont pas capables de dégager un intérêt économique ou même non économique, ils s'en vont. Il y a déjà des exemples de désinvestissement comme ça? Bordeaux plus récemment, les actionnaires nord-américains des Girondins de Bordeaux se sont rendus compte qu'ils perdaient de l'argent avec ce club, qu'il n'était pas rentable pour eux de maintenir un investissement et de maintenir une assurance de solvabilité. Et ils ont tenté. Alors, ils ont aussi, au départ, ils sont passés par une mise en dépôt de bilan qui a été sauvée par le nouvel actionnaire qui est Gérard Lopez. Mais puisqu'ils perdaient de l'argent, ils ont désiré se retirer et jusqu'à aller à une mise en faillite. On avait aussi le cas de Colony Capital, le fonds d'investissement américain, lorsqu'il était le PSG. Colony Capital est arrivé en pensant pouvoir dégager une lucrativité via sa prise du club de la capitale. Et en moins de 5 ans, Colony Capital a constaté qu'il perdait de l'argent et que ce n'était pas rentable pour lui de rester au sein du PSG. Et il l'a vendu aux Qataris pour moins de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, le club est valorisé à 3 milliards. Donc il y a un gain. Puisqu'il perdait de l'argent. Donc il y a aussi, en fait, tout est lié dans cette accélération de la financiarisation qui est vraie, qui est une réalité. On a de plus en plus de fonds d'investissement qui viennent dans le football. C'est parce qu'ils viennent parce que justement l'économie du football est fragile, parce qu'elle a été très mal gérée. Elle a été très mal gérée pendant 40 ans. Parce qu'il n'y avait aucun intérêt de solvabilité, de lucrativité, de rentabilité. Il y avait un simple intérêt passionnel, un simple intérêt communicationnel, un simple intérêt médiatique. Voilà, un club de foot, c'est surtout avant tout la performance sportive avant la performance économique. Et donc, ils ne gagnaient pas d'argent. Et donc, arrive une crise qui attaque tous les secteurs de l'économie, avec des pertes de plus de 7 milliards pour l'ensemble de l'économie du football. Mécaniquement, les actionnaires ont désiré ouvrir leur capital pour se sauver et ont fait rentrer, alors j'allais dire le loup dans la bergerie, en tout cas ouvrir la boîte de Pandore, mais en tout cas ils ont ouvert la voie à la financiarisation, qui a comme risque effectivement l'intérêt lucratif devant l'intérêt sportif. Et l'intérêt lucratif devant l'intérêt sportif avec ces risques, c'est effectivement une probable accélération de mise en faillite. On avait Sedan qui maintenant a quitté les championnats nationaux pour revenir aux championnats régionaux, qui est un club qui a évolué dans les années 2000 en Ligue 1. On a comme ça des clubs qui peuvent disparaître parce que justement ils ne sont pas assez assurés d'exister à travers cette économie lâche. D'accord. Moi je voudrais savoir là vous dites en gros on est dans une période en tout cas en France, de croiser des chemins, je ne sais pas comment dire, et finalement l'arrivée des actionnaires, l'arrivée de fonds de pension, c'est pour pallier à des déficits structurels, y compris de clubs il y a tellement de déficits structurels qui sont en situation de faillite pour aller vite. Comment on pourrait légiférer pour empêcher un club d'être en déficit structurel? Est-ce que c'est imaginable? Moi, par exemple, ce que j'avais en tête, et on peut en faire un parallèle politique avec ce qu'ont été toutes les interventions d'aide et d'exonération fiscale pour les entreprises. Ce que j'avais en tête, c'est ce qui s'est passé pour le Covid avec les aides accordées aux clubs de foot, aux clubs de sport. C'est d'imposer une forme de conditionnalité. C'est d'imposer, finalement, on maintient des aides en cas de difficulté, mais elles sont conditionnées à un impératif de performance économique, un impératif de respect de quotas. Alors quotas ou de rapports, on va dire par exemple ce que va imposer prochainement l'UEFA avec la réforme de son fair play financier, une interdiction à ne pas dépasser 70% de sa masse salariale par rapport au budget, une obligation de constituer des fonds propres, une obligation d'investir de façon structurelle dans des fonds propres, dans son stade, dans son centre d'entraînement, son centre de formation, de disposer de capitaux structurels, de capitaux propres. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'avais appelé, ou en tout cas je m'étais posé la question de l'absence de conditionnalité au moment du Covid et des aides accordées aux clubs, c'est qu'on leur a donné des aides gratuites. Et gratuitement, on les a aidés. Alors, à juste titre, je ne remets pas ça en cause, et on a évité des faillites, mais on aurait pu demander à ce que, en échange
d'un octroi d'un prêt garanti d'État, en échange d'un octroi d'aide lié au match à huis clos, en échange d'exonération de charges patronales, une obligation à ce que les clubs présentent un objectif de réduction de leurs dépenses conjoncturelles, un objectif de rééquilibrage entre les dépenses et les recettes, un plan de 5 ans, ou sur 5 ans ou sur 10 ans, mais en tout cas une nécessité à ce qu'on puisse contrôler via justement une conditionnalisation des aides octroyées au club, on puisse contrôler des objectifs économiques et des objectifs financiers, des objectifs comptables au club. Ce qui peut aussi fonctionner d'un point de vue législatif, c'est qu'on a l'article 165 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui dispose de la spécificité du modèle économique sportif, enfin du modèle sportif, non pas économique, mais du modèle sportif. Et à ce titre-là, ça légitime finalement l'ensemble des spécificités qui peuvent exister économiquement dans le domaine du sport. Les contrats à 5 ans, les prêts, les transferts, tous ces éléments-là sont juridiquement et de façon législative justifiés par le traité de fonctionnement de l'Union européenne, l'article 165. Donc à ce titre-là, on pourrait aussi, sans porter atteinte aux règles de la concurrence, imposer à ce qu'il y ait des réglementations et des règles précises d'un point de vue économique appliquées aux clubs de sport, eu égard à l'article 165 et eu égard au modèle spécifique du sport. On pourrait parfaitement imposer un contrôle sur les finances, un plafonnement des salaires, un plafonnement du budget, un plafonnement des dépenses, et empêcher à ce que des clubs puissent dépenser des centaines de millions d'euros tous les ans en transfert, alors que ces mêmes clubs ont appelé à l'aide et ont crié à l'aide au moment du Covid. On pourrait effectivement contrôler l'ensemble des recettes et des dépenses au titre de la demande de sauvegarde de l'écosystème du football et justifiée par la spécificité du modèle sportif. Donc, merci. Marc à ce stade, mais ça c'est une ignorance de ma part, je suis peut-être le seul à ne pas avoir tout ça en tête, à ce stade, il faut bien qu'on maîtrise les règles du fair play financier, que je ne connais pas, qui existent, qui sont de spécificité et qui aboutissent quand même de temps en temps à des vraies sanctions. Donc, ce n'est pas simplement des objectifs de principe. Deuxièmement, c'est tout à fait annexe, mais quand il y a des transferts, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui revient au club formateur, même s'il n'est pas le dernier club, en quelque sorte? Si vous pouviez nous préciser ça, parce que ça, c'est là, à mon avis, quelque chose d'intéressant. Cette récompense que l'on accorde à celui qui a fait l'effort d'investir, c'est presque une idée qu'on pourrait appliquer à d'autres secteurs économiques, d'ailleurs. Et là, le foot est positivement intéressant. Pardonnez-moi. Je sais si vous avez terminé. Je crois qu'ici, effectivement, c'est le côté positif, si on peut dire, du football, et qui est justifié, encore une fois, par cet article 165 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est qu'il peut s'autoriser à ce qu'il y ait cette forme de redistribution, notamment vis-à-vis de la formation. En ce qui concerne cette aide à la formation et cette redistribution issue de la formation, alors là où c'est tout de même un paradoxe, ça concerne les échanges intra-européens. Ça ne concerne pas dans les transferts nationaux. Oui, notamment Mbappé qui passe de Monaco au PSG, il n'y a pas eu ce prélèvement qui a de 1% du droit à la formation à ces clubs formateurs, notamment son club de banlieue parisienne, Bondy, qui n'a pas bénéficié de ces droits à la formation. Sauf que, là on peut applaudir à ce niveau-là Mbappé, il a demandé à ce que 1 million d'euros soit distribué au club de Bondy au titre d'une forme de solidarité, mais qui n'est pas... C'est lui qui l'a demandé. Il serait parti en Angleterre, Bondy aurait eu combien alors, si demain il est transféré au Real Madrid ou à Liverpool pour 200 millions d'euros, il y a 1% qui est prélevé au titre de la formation au club, à l'ensemble des clubs par lesquels il est passé à partir de l'âge de 13 ans. À partir de l'âge de 13 ans, l'ensemble... Alors là, ça n'est pas proportionné à la durée et au temps de présence au niveau de la formation. Donc on aurait effectivement, il me semble, à vérifier, parce qu'il me semble qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain à l'âge de 18 ou 19 ans. Donc à ce titre-là, le PSG... il était à Monaco. Il était à Monaco à 17 ans. Donc Monaco aurait effectivement un pourcentage lié au droit à la formation. Mais comme c'est pour l'ensemble des joueurs, à vérifier sur l'âge, je ne l'ai plus en tête, mais il y a un plafond. Et s'il était encore au PSG à moins de 20 ans,
que ce soit 19 ans ou 18 ans, le PSG donc bénéficierait d'un droit à la formation, mais aussi Bondy à ce titre-là. Donc il y a ce droit à la formation qui est redistribué. Et par exemple, juste une question, ça veut dire que si Mbappé finissait son contrat et après la fin de son contrat partait au Real de Madrid, le club Bondy toucherait rien. Puisqu'il n'y aurait pas eu de transfert. Ce sera en fin de contrat, effectivement. Ce n'est que pour les transferts. Ce n'est que pour les transferts. Non. C'est que pour le rachat de contrat, donc c'est que pour les transferts qu'il y a un droit à la formation. Mais effectivement, si Mbappé ne prolonge pas, va au bout de la saison avec le Paris Saint-Germain et quitte le club libre, Liverpool, le Real ou peu importe, Bondy n'aurait rien. Pour l'anecdote, ceci existe de manière systématique dans le domaine des courses hippiques, puisque l'éleveur naisseur, même s'il n'est plus propriétaire depuis longtemps, dispose systématiquement d'une part des gains. Qui est justifié. Qui est justifié, parce que c'est toute l'économie qui est fondée là-dessus. Et sur le fair play financier. Oui. Mais pour revenir sur les courses hippiques, qui est justifié encore une fois par ce fameux traité 165 qui autorise une spécificité dans les modèles sportifs, donc même hippiques. Ils ont le droit, personne ne pourrait se porter devant la Cour de justice de l'Union européenne pour atteinte à la concurrence, puisqu'il y a ce modèle spécifique. Et c'était la question qui a été d'ailleurs soulevée pour le cas de la Super Ligue européenne. L'avocat général, lorsque le sujet a été plaidé devant la Cour de justice de l'Union européenne, l'avocat général a rappelé l'indépendance de l'UEFA au nom de l'article 165 du modèle spécifique du sport. Pour le fair play financier, alors il a évolué. Il a évolué depuis le Covid. Juste dans les années 2010, dès son intronisation en 2011, la règle, elle était simple et elle était connue de tous, en tout cas elle a été vulgarisée dans la presse. Vous n'avez pas le droit de dépenser plus que ce que vous avez gagné. Mais ça s'est étalé sur une période de reporting de 3 ans. C'est-à-dire que sur 3 années de reporting, au moment où vous passez devant l'ICFC, donc l'instance de contrôle de finances des clubs européens, qui est une entité indépendante de l'UEFA, l'ICFC, vous présentiez donc un rapport de comptabilité, comment dirais-je, enfin si vous voulez, en gros, des périodes de reporting, si vous présentez pour l'année 2013, vous présentez l'année 2011, 2012, 2013, donc ces années antérieures. Et vous présentez un équilibre budgétaire sur les 3 périodes de reporting. C'est-à-dire que si vous êtes en déficit... C'est glissant. C'est exactement. Si vous êtes en déficit à l'instant T, ça doit être répercuté, ça doit être renfloué les années suivantes. Par exemple, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé pour la prolongation du contrat d'Mbappé au PSG. Ils ont été en déficit de plus de 600 millions d'euros, non, de plus de 200 millions d'euros suite à la signature de la prolongation du contrat d'Mbappé, avec une prime à la signature et une augmentation de son contrat. Mais ils ont intégré l'ensemble de leur déficit sur l'année en cours, en promettant à ce que les années d'après, ils soient en excédent, pour finalement récupérer les pertes liées à la prolongation du contrat d'Mbappé. Donc on avait ce mécanisme-là qui fonctionnait jusqu'à... il va avoir la mise en application en 2024 du nouveau modèle du fair play financier. Donc entre 2011 et 2024, on a ce modèle sur une période de reporting de 3 ans, d'un système de vous n'avez pas le droit de dépenser plus que ce que vous avez gagné, un équilibre, mais c'est précisé dans le règlement du fair play financier, un équilibre conjoncturel. Autrement dit, vous n'avez pas le droit de dépenser plus que ce que vous gagnez au niveau conjoncturel, c'est au niveau des dépenses de transfert et des dépenses de salaire. Salaire de joueurs, salaire de coach, salaire de staff, dépenses de transfert, mais vous pouvez être à perte pour l'ensemble des dépenses structurelles. Autrement dit, investissement dans des stades, investissement dans le centre d'entraînement, investissement dans le centre de formation, et ils intègrent aussi les investissements dans les sections amateurs et féminines comme dépenses structurelles. Donc c'est uniquement les dépenses conjoncturelles qui sont, les dépenses conjoncturelles qui sont surveillées par l'ICFC. Vous n'avez pas les dépenses structurelles. D'ailleurs, pour ça, par exemple, hier, le PSG a inauguré son nouveau centre d'entraînement à Poissy, ultra moderne, neuf. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour ce centre d'entraînement et ils n'étaient pas contraints par le fair play financier. Et c'est aussi pour ça qu'ils voudraient bien racheter le Parc des Princes et le rénover. Ils ne sont pas contraints par le fair play financier. Ils peuvent, s'ils le veulent, ils peuvent parfaitement dépenser 1 milliard pour faire un nouveau stade, pour acheter le Parc des Princes, le rénover. Ils ne sont pas contraints à ce niveau-là. Ça permet de biaiser pas mal de choses, quoi. Bien sûr. Il y a des biais puisqu'on va distinguer conjoncturel et structurel. Ça part d'un raisonnement assez simple. Ça consiste à dire, comme vous investissez dans la durée, comme vous êtes dans une logique qui n'est pas spéculative, qui n'est
enfin, qui n'est pas spéculative à moyen court terme, on vous épargne une sanction. Bien sûr. Sachant que là-dessus, il y a des tas de gens sanctionnés là-dessus. Bien sûr. Fair play, hein. Bien sûr. Les sanctions, c'était sur les parties liées, sur les contrats excédant leur valeur réelle de marché. C'était les parties liées, donc des entreprises émiraties pour le cas de City ou des entreprises qataries pour le cas du PSG, qui signaient des contrats de sponsoring avec ces deux clubs. Contrat de sponsoring, c'est des recettes. Donc en gros, vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Mais si vous gagnez beaucoup d'argent sur les recettes, vous pouvez beaucoup dépenser. Et notamment le cas du PSG, qui a été sanctionné en 2015, c'était le partenariat signé avec l'Office du tourisme qatari, une valeur de contrat annuel de 240 millions d'euros pour un office du tourisme. Donc une totale, en termes de valeur de marché, c'est à ce niveau-là que l'ICFC a sanctionné le PSG pour une absence réelle de valeur de marché. Pour le cas de City, c'est pour les parties liées. Et pour les parties liées, vous aviez justement, c'est fait le lien avec la multipropriété, là au niveau des partenaires, c'est que vous aviez des sociétés émiraties indirectement liées aux propriétaires de City qui étaient sponsors du club. Sur les parties liées, l'UEFA a une réglementation, puisque sur les parties liées, vous n'avez pas le droit de dépasser des contrats. Les contrats n'ont pas le droit de dépasser 30% de la valeur du club. Vous avez par exemple Audi, qui est sponsor du Bayern Munich, et Audi est aussi actionnaire du Bayern Munich. Donc on parle de partie liée, c'est une marque qui est à la fois sponsor et actionnaire du club, et au niveau des parties liées, l'UEFA plafonne à 30% la valeur des contrats sur le budget total du club. Vas-y. Je comprends pas, le forfait le fair play financier, c'est une affaire définie par la Ligue en France. Alors, c'est une affaire franco-française? Non, c'est européen. C'est européen. Il n'y a pas de surajout français? Alors, voilà. Si vous voulez, le fair play financier date de 2011, sa première intronisation. Émane d'ailleurs d'une volonté de Michel Platini après la crise des subprimes. Il faut bien se rendre compte qu'en 2007-2008, lorsqu'éclate la crise des subprimes, on est sur une dette du foot de plus de 5 milliards. Combien de plus de 5 milliards. Et vous aviez juste les clubs espagnols qui étaient à 1 milliard de dettes. Et à ce moment-là, vous avez Michel Platini qui s'inquiète que la crise des subprimes se propage au club de foot et provoque des faillites. Donc il impose à ce qu'il y ait un grand nettoyage dans les finances des clubs. Et alors, je ne sais pas si vous comptez l'auditionner ou non, mais vous aviez l'économiste que je recite, donc de Vladimir Andreev, qui avait participé aux travaux de construction du fair play financier. Pour la petite histoire, en gros, vous aviez, quand Michel Platini a commencé des travaux de recherche et de réflexion sur le besoin de réguler l'économie du football, donc il a fait venir deux économistes du sport, d'un côté Vladimir Andreev et de l'autre Stefan Szymanski. Vous avez Vladimir Andreev qui est, on pourrait dire, un régulationniste, et vous avez Szymanski qui est un libéral. Andreev, Monsieur Andreev, lui a proposé un système comparable à ce qu'on a avec la DNCG en France, donc de régulation, de contrôle des comptes. Et Stefan Szymanski, qui est libéral, lui a posé comme principe du too big to fail et de libre réajustement du marché, de l'ajustement automatique du marché. S'il y a des clubs qui font faillite, c'est de leur faute. Et s'il y a des clubs, et des clubs comme le Real ou le Barça, ne peuvent pas faire faillite parce qu'ils sont trop gros pour s'écrouler. Too big to fail ou too famous to fail, c'est les termes de Stefan Szymanski. C'est la proposition de M. Andreev qui a été suivie, puisque Szymanski était pour justement ne rien faire et laisser l'ordre spontané du marché. Et Vladimir Andreev, il s'est inspiré, même si ce n'est pas la même application, des règles qu'applique la DNCG depuis la fin des années 80. Quelles sont les règles franco-françaises. Exactement, franco-françaises. Pour être très basique, le paradigme de la DNCG, c'est la solvabilité. Le paradigme du fair play financier, c'est la rentabilité. Autrement dit, la DNCG, elle veille à ce que, quand bien même vous ayez un club en déficit, quand bien même vous ayez un club en déficit structurel, quand bien même vous ayez un club qui n'ait pas été capable de rééquilibrer ses comptes, et d'ailleurs ça se voit tous les ans quand on décortique les comptes de la DNCG qui sont publics,
Vous voyez que quasiment, il me semble que l'année dernière, 18 clubs sur 20 en Ligue 1 étaient en déficit, au final. Quand bien même vous ayez des clubs en déficit, dès lors qu'ils assurent une solvabilité de leur dette, ils peuvent être maintenus. C'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais précédemment sur... Peu importe l'origine du fonds permettant... Il y a une vérification. Oui. Je pense notamment au cas de Lyon. Voilà, il y a une vérification du cas de Lyon, par exemple. Lyon, hier ou avant-hier, en tout cas très récemment, a été sanctionné par la DNCG et on lui a imposé un contrôle sur sa masse salariale et sur ses dépenses de transfert parce que son nouvel actionnaire, l'américain John Textor, qui avait annoncé apporter 50 millions d'euros pour renflouer les comptes, la DNCG s'est posé la question de l'origine et de la perte, non pas de la pertinence, mais de la crédibilité de ces 50 millions d'euros promis. Donc la DNCG a été sceptique sur sa capacité à apporter ces 50 millions d'euros, et donc la DNCG n'a pas durablement sanctionné, parce que les sanctions les plus importantes, ça peut être une relégation administrative, mais a imposé un contrôle des comptes de Lyon, eu égard à la peur, à la crainte faite sur cette somme de 50 millions d'euros. Mais donc, justement, à partir de là, s'il y a des déficits structurels et qu'on a une institution qui permet l'entrée d'actionnaires de quel qu'il soit, enfin bon, à la limite, avec quelques limites, on va dire, de venir sauver les clubs. Et que nous, de notre côté, on estime qu'il faut limiter justement la financiarisation, le côté multipropriété, etc. Est-ce qu'on ne met pas en péril tout le système? Première question. Et pour ne pas mettre en péril tout le système, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme système qui permettrait de limiter la multipropriété, voire de l'interdire, en tout cas de limiter les effets néfastes, tout en ne mettant pas en péril les clubs? C'est tout le paradoxe et toute la difficulté de répondre à cette question. C'est que qui aujourd'hui veut investir dans un club de foot? Quand vous avez aujourd'hui des clubs de foot qui annoncent une mise en vente, qui se déclarent en difficulté, je pense notamment à Saint-Étienne, ou même Manchester qui a annoncé une mise en vente, les seuls aujourd'hui qui viennent et qui seraient capables d'apporter des fonds nécessaires pour récupérer un club de foot professionnel sont des fonds d'investissement, sont soit des fonds d'investissement, des fonds de pension, soit des groupes liés à la multipropriété. Je pense notamment pour le cas de Manchester, les deux candidats, c'est le Qatar, qui détient déjà le PSG, ou Ineos, qui détient le club de Nice. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est que on a atteint aujourd'hui, un point de non-retour, je l'espère pas, mais en tout cas on a atteint aujourd'hui un niveau économique difficile pour les clubs, où on constate, et tous les investisseurs constatent, qu'il est difficile de se faire de l'argent et d'assurer une lucrativité dans ces clubs. Donc quand un club est mis en vente, qui vient? Et ceux qui viennent aujourd'hui, malheureusement, ce sont les fonds d'investissement ou les groupes concernés par la multipropriété. Et en même temps, et vous avez raison, il faut trouver des solutions pour limiter l'arrivée à la fois des fonds d'investissement qui mettent en péril la durabilité, la pérennité des finances des clubs, parce qu'ils n'ont pas un intérêt de durée, et ils ont un intérêt de lucrativité à court terme, et eux, si au bout de 2 ans, ils perdent de l'argent, ils s'en vont. On l'a vu à Bordeaux, on l'a vu au PSG. Donc, se pose la question aussi de la pertinence de ces fonds et des groupes concernés par la multipropriété, avec toutes les questions qu'on a évoquées d'équité sportive, de mise en péril de la concurrence, etc., etc. Donc en fait, c'est ça le paradoxe. C'est que qui vient pour sauver ces clubs et pour sauver les finances? C'est ceux qu'on n'a pas envie de voir venir, effectivement. C'est les fonds d'investissement ou les groupes de sport qui ont plein de clubs qui sont concernés par la multipropriété. Donc, quelle solution à trouver? Alors, assainir les finances, c'est une réalité, est une obligation, à mon sens, absolue. Il faut vraiment assainir les finances, imposer des règles de base, mais des règles qui doivent être étalées, à mon sens, à un échelon européen, plutôt que de passer par un échelon franco-français, puisqu'on a aussi, malheureusement, on est concerné par la mise en concurrence des clubs européens, via l'arrêt Bosman notamment, et la libéralisation du football à l'échelle européenne, et la fin des frontières. Les finances, ça pourrait venir avec l'article 160. On pourrait parfaitement, au nom de l'article 165 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, imposer un contrôle des finances des clubs pour assainir les finances. Pour dire dorénavant, vous n'avez pas le droit de... Alors déjà, je précisais par exemple pour le fair play financier, à partir de 2024, dans le changement de fonctionnement du fair play financier, il y aura un contrôle sur la masse salariale.
À partir des années de 2024, il y aura une interdiction de dépasser 90% de sa masse salariale par rapport au budget. Et progressivement, 2024, 2025, 2026, 90%, 80%, 70%. On s'interroge sur la ressource. On voit que cette ressource a évolué, que d'autres partenaires qui n'existaient pas sont arrivés dans le dispositif. Mais la vraie interrogation du football, c'est pas la ressource, c'est la dépense. C'est la dépense disproportionnée de salaire, qui est due à des jugements irrationnels de la part des propriétaires, quels qu'ils soient. Finalement, ces fonds de pension, quand ils passent au foot, ils ne sont pas rationnels. Pas plus que ne l'étaient les entrepreneurs locaux qu'on a connus par le passé, qui exerçaient une forme de revanche sociale. Sauf qu'ils le font à ils le font avec un zéro en plus, c'est clair. Ils le font avec un zéro en plus. Mais le vrai sujet du football, c'est de tenir la dépense salariale. C'est aberrant. C'est aberrant. Faut quand même redonner les chiffres des salaires, non pas des salaires des plus grosses vedettes, mais des salaires des clubs de fin de Ligue 1, voire de début de Ligue 2. Bien sûr. Il faudrait retrouver les chiffres qu'a sorti l'équipe récemment. De mémoire, je crois que c'est 58 000 euros par mois en moyenne, sans intégrer les chiffres du PSG. Sans intégrer. Si on intègre le PSG, on est à 130 000, je crois. Et à vérifier sur les chiffres, peut-être que j'ai dit des bêtises, mais ouais, c'est l'équipe qui a sorti récemment tout un dossier sur les salaires des clubs de Ligue 1. Sur les salaires et justement vous avez la moyenne, vous avez la médiane, vous avez l'écart type, et donc là on constate qu'effectivement il y a de très fortes disparités entre le PSG et les autres, mais même au sein des clubs de Ligue 1 hors PSG, vous avez des salaires très élevés par rapport à la moyenne. 58 ou 59 000 euros sans le PSG et 130 000 avec le PSG. Sur la question, c'est intéressant, sur la question de la rationalité et l'irrationalité, en fait, où n'importe quel acteur finalement arrivant dans le football serait aveuglé par une passion footballistique et deviendrait totalement irrationnel. En fait, il y a des fonds d'investissement qui tentent d'insuffler de la rationalité dans ce fonctionnement irrationnel. Et là, en l'occurrence, c'est le cas du TFC, avec son président Damien Comolli, détenu par Redbird Capital, un fonds d'investissement américain, qui détient aussi la Séminon, donc qui est concerné par la multipropriété. Et les deux vont évoluer en Coupe d'Europe l'année prochaine. Damien Comolli, il applique ce que les Américains, et c'est intéressant que ça vienne des Américains, les Américains, ils l'ont pratiqué dans le baseball et dans beaucoup de sports américains, ce qu'on appelle la sabermétrie. La sabermétrie, c'est la mathématisation des décisions tactiques sportives. Par exemple, il y a un film avec Brad Pitt qui s'appelle Un stratège, qui parle de ce phénomène de la sabermétrie. Et exactement, la petite fée statistique. Exactement, c'est ça, c'est de prendre des décisions sous couvert de réponses probabilistes et statistiques. Et Damien Comolli, donc français, qui dirige actuellement le TFC, mais qui a aussi été dirigeant de Liverpool et de Saint-Étienne, est un adepte de la sabermétrie, est un adepte de la probabilité, et fait tourner finalement ces directions, ces décisions à partir des statistiques, et essaye d'insuffler la statistique dans ses décisions sportives. Et bon, alors, ça vaut ce que ça vaut. Il a échoué à Liverpool, il a échoué à Fenerbahçe, il a échoué à Saint-Étienne, mais il semble réussir au TFC, puisqu'ils viennent de remporter la Coupe de France. Et ils viennent de se qualifier en Coupe d'Europe. Mais voilà, quand on parle de fonds d'investissement, on a envie d'imaginer, on constate que ces fonds qui sont vraiment dans une logique de rationalité, de rentabilité, de lucrativité, où c'est carré, où en plus ils sont souvent étrangers. Ça nous pose un problème peut-être encore plus au président, c'est que c'est pas mauvais qu'il y ait un peu de rationalité dans tout ça. Et s'il n'y a pas eu de rationalité avant, le fonds de pension, il est structurellement rationnel. Devient-il irrationnel quand il touche au foot? Ça doit exister pour certains, peut-être pas pour tous. Mais tous nos entrepreneurs, en Bretagne, on en a vu plein qui se sont ruinés là-dessus. Alors que c'était des gens très rationnels. Ils se sont ruinés, mais depuis 40-50 ans. La seule chose, c'est que moi, ce que je remarque, c'est que les zéros en plus que tu évoques, c'est que quand ils se ruinaient, on arrivait quand même, puisque les sommes restaient, entre guillemets, mesurées, à trouver des sauveurs, des sauveteurs. Des fois, ça pouvait être la puissance publique, mais on arrivait quand même à... Là, maintenant, on atteint des telles sommes, c'est que si elle est faillite, plus personne pourra venir au secours
Alors peut-être pour les très très gros clubs, mais plus personne ne pourrait venir au secours. Moi, je voudrais revenir sur le... Bon, ok, assainir les finances avec les questions de plafonnement, il y a une piste. Deuxièmement, on a évoqué une piste alors sur la question du multi-actionnariat, avec éventuellement des plafonds. Maintenant, je voudrais qu'on aborde la piste de la multipropriété. Bon, alors, il y en a une très simple, puisque de toute façon, elle fait partie du Code du sport, c'est que théoriquement, en France, on ne peut pas posséder plusieurs clubs, en théorie. On peut être actionnaire de plusieurs clubs, donc c'est pour ça qu'il y a la question du multi-actionnariat dont il faut qu'on parle. On ne peut pas être propriétaire de plusieurs clubs. Par contre, comment, à votre avis, au niveau de la loi, on peut agir sur la multipropriété entre plusieurs clubs au niveau européen en légiférant dans le cadre français? Qu'est-ce qui, à votre avis, est possible? Après, je ne suis pas juriste, donc je ne sais pas si je pourrais apporter une réponse pertinente, mais c'est vrai qu'effectivement, si on impose une loi franco-française, se posera la question de son application à l'échelon européen. Si demain, la France interdit la multipropriété, par exemple, est-ce que ça signifiera que le groupe de City aura l'obligation de vendre ses parts détenues dans le club de Troyes? Est-ce que si demain on impose, enfin, voilà, se pose la question de la mise en application d'une loi franco-française à une échelle européenne? Et ce qui pourrait se passer aussi si cette loi n'a pas une portée continentale, une portée européenne, c'est le risque que finalement, quand on disait tout à l'heure que ce qui vient dans ces capitaux de clubs sportifs, ce sont les groupes concernés par la multipropriété ou les fonds d'investissement, si demain on impose des contraintes franco-françaises, se posera la question de la compétitivité de la France à assurer des actionnaires, à attirer des actionnaires. Comment ? Voilà, alors, mais encore une fois, c'est toute la problématique entre la réponse pragmatique, j'ai pas envie de dire la réponse idéaliste, mais c'est vrai qu'on a tous envie de dire il faut l'interdire, mais le problème c'est que si on l'interdit à échelon français, ça veut dire que demain, des clubs en perdition en France ne pourraient pas trouver de nouveaux actionnaires, à l'inverse de clubs étrangers, belges, hollandais, allemands, italiens, portugais, qui eux pourraient attirer des investisseurs. Alors hier on a auditionné, comment il s'appelle, voilà, qui nous disait que lui les pistes ça pourrait être de non pas interdire, mais vider le contenu, vider l'intérêt. Par exemple, agir sur l'interdiction de transfert entre de joueurs, entre clubs issus, etc. Est-ce que là-dessus vous pensez que c'est des pistes possibles? Alors il y a d'un côté. Là, ça va être, j'imagine, un combat de juristes, mais d'un côté, ça pourrait être appliqué au nom, encore une fois, de l'article 165, mais en même temps, ça pourrait aussi porter atteinte à l'équilibre concurrentiel. Parce qu'il y en aurait une interdiction de vendre, d'échanger, que ce soit par des prêts ou par des transferts de joueurs, entre deux clubs issus d'un même actionnaire, mais on pourrait le faire entre des clubs qui ne sont pas issus d'un même actionnaire. Donc ça pourrait... Je pense qu'un bon avocat, un juriste, pourrait le porter devant la Cour de justice de l'Union européenne et mettre en avant un préjudice concurrentiel. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, moi je ne suis pas juriste, donc je ne sais pas si je pourrais totalement vous répondre, mais il pourra se poser ce problème de confrontation entre à la fois la spécificité du sport, qui est à ce titre-là, me semble, cette proposition me semble adéquate, en tout cas légitime, et une atteinte portée aux règles de la concurrence. Puisque si demain, admettons, pareil, on peut aussi imaginer que demain, si on ne peut pas transférer un joueur entre Manchester et le PSG, eh bien, il y aura un joueur qui de Manchester va aller à Tottenham, et de Tottenham, il ira au PSG. Donc, c'est toujours compliqué. C'est sûr que vouloir interdire ce genre de choses me semble juste. Encore une fois, j'ai en tête Upamecano qui est passé de Salzbourg à Leipzig. On peut parfaitement s'imaginer, quand bien même l'UEFA dise qu'ils n'ont rien trouvé à dire sur la règle de la multipropriété entre ces deux clubs et qu'ils seraient en théorie totalement indépendants, on n'est pas naïf et on peut parfaitement s'imaginer qu'autour d'une table, il y ait pu y avoir des négociations entre amis qui se connaissent, de deux clubs qui se connaissent, indirectement issus d'une même galaxie. Donc c'est sûr qu'on aurait envie de le mettre en place. Mais peut-être que des gens plus compétents que moi dans ce domaine de l'autorité de la concurrence ou du droit européen pourraient vous apporter une réponse sur la crédibilité, la légitimité d'une telle chose. Parce que moi, on va pas vous retenir beaucoup plus longtemps, mais j'ai une autre question à se poser. Bon,
on voit bien là, le problème qu'on a. On a l'idée qu'il faudrait quand même arriver à réguler ça de manière plus importante, parce que pour aller vers ça, au-delà de la question sportive qui nous anime, nous, en premier lieu, hein, mais en plus, c'est peut-être un système qui va dans le mur, je résume. Bon. Et puis d'un autre côté, on ne peut pas non plus, de toute façon, on n'y arriverait pas à proposer quelque chose qui détruirait complètement le système. Je résume. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que aujourd'hui, finalement, le problème que nous avons, c'est que comme tout ça n'est pas régulé, comme tout ça n'est pas assuré en termes de viabilité économique rationnelle, finalement, c'est des investisseurs qui viennent et pas d'autres, et qu'on pourrait mettre en place un système qui font venir, en gros, les investisseurs qui auraient un intérêt, j'allais dire, rationnel à venir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des bons investisseurs. En fait, le souci, c'est que parce qu'il est irrationnel, il n'attire pas d'investisseurs rationnels moins importants que des fonds d'investissement qui ont des portefeuilles titres et estimés à plusieurs dizaines de milliards. Donc, qui ont pour eux, quand on compare la valeur totale des fonds d'investissement avec la valeur d'achat d'un club de foot, c'est rien du tout. Quand on a Redbird Capital qui met 20 millions d'euros à Toulouse, Redbird Capital, il a un portefeuille titres de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mettre 20 millions, c'est rien. Donc pour lui, c'est pas grave et gravissime de mettre 20 millions d'euros quand on sait qu'à côté, il gère plusieurs dizaines de milliards. Donc oui, il faudrait tenter, et encore une fois, on en revient à la question de l'assainissement des finances et de la quête d'une forme de rationalité dans le domaine sportif pour attirer d'autres investisseurs que les groupes issus de la multipropriété ou les fonds d'investissement. Mais là, on a un autre débat. Et là, on dérive totalement, on fait presque de la philosophie, c'est que vouloir rationaliser le sport, c'est aussi changer son mode de fonctionnement. C'est ce que font les Américains. Les Américains, la ligue fermée, le salary cap, la luxury tax, la draft, les playoffs, les Américains, c'est rationnel. Parce que les Américains, leur logique de base historique, c'est non pas la démocratisation, l'effort pyramidal, l'accession, l'amateurisme vers le professionnalisme. L'histoire du sport nord-américain, c'est le sport est un sport spectacle. Ça concerne d'abord l'entertainment avant de concerner les instances, les clubs amateurs, les fédérations. Les Américains, ils ont construit des championnats d'abord dans une logique de lucrativité. Nous, on a construit les championnats en partant d'un échelon amateur pour progressivement aller vers un échelon professionnel européen. Les Américains, c'est nous, on est là pour faire de l'argent. Donc on va rationaliser les structures et les instances, et on fait des ligues fermées, sans relégation, donc fin de l'incertitude concernant les relégations, absence de Coupe d'Europe ou de Coupe continentale, donc il n'y a pas une question de « ah oui, je suis deuxième, troisième, quatrième », des playoffs. En amont, on a les drafts. Les drafts, c'est quand même un élément assez particulier, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez, les drafts, les derniers sont prioritaires pour l'achat de nouveaux joueurs. C'est comme si demain on avait... C'est lié à la notion de ligue fermée. Bien sûr. Quand on a une ligue fermée, il faut que les derniers ils puissent remonter. Exactement. Ne serait-ce pour recréer de l'incertitude dans le championnat du lendemain. Exactement. Les Américains parlent de randomisation du champion. Les Américains, en fait, ils admettent que ce qui va compter, c'est le spectacle et l'intérêt du public. C'est le principal fournisseur de rentrée financière, le public, les droits TV, la billetterie et les sponsoring. Et il faut que le public, donc quand on parle de randomisation du champion, que le public ait la certitude d'avoir au moins une fois dans sa vie la chance de voir son club de cœur remporter le championnat. Il faut juste considérer que, quelle que soit l'équipe que vous supportez, quelle que soit la franchise, il faut qu'elle ait toutes les chances d'espérer un jour remporter le championnat. Donc vous avez les drafts. Là, vous avez donc demain Victor Wembanyama qui a signé aux Spurs de San Antonio, qui avait terminé parmi les derniers de NBA. Les Spurs, il y a quelques années, ils étaient champions de NBA avec Tony Parker. Et donc, on a comme ça des rotations de champions parce qu'il y a les drafts, parce qu'il y a la luxury tax. La luxury tax, si un club dépense plus au niveau d'un plafond de base négocié en amont d'une saison, il va payer une taxe qui sera redistribuée au club arrivant dernier, pour qu'il y ait un rééquilibrage en permanence. Parce que ligue fermée, parce que, voilà, il faut qu'il y ait un intérêt, il faut assurer l'intensité compétitive. On fait exactement l'inverse avec les droits TV. Oui. J'ai un peu découvert aux échanges. J'imaginais pas qu'on donnait tant que ça en plus aux gagnants, quoi. Donc on fait exactement l'inverse. Ce qui est amusant dans le parallèle des sports, c'est qu'il y a un sport qui est organisé complètement autour d'une structure privée, qui l'était, qui l'est moins aujourd'hui, c'est le vélo.
puisque le vélo sont les organisateurs de compétition qui sont les grands chefs. Et le Tour de France, qui fait partie à la fois de notre patrimoine national, mais qui est une structure purement capitaliste, à 100%. Et quand même un peu contrôlé par l'UCI, mais enfin c'est un rapport d'ego, en quelque sorte, entre les deux. Mais il y a encore peu de temps, le Tour de France déterminait les équipes qui seront présentes. Alors c'est moins le cas maintenant, puisque l'UCI leur impose, ils ne peuvent avoir plus que 4 invités sur les équipes. Donc je veux dire, on a des schémas totalement différents. Refaire ces schémas-là, c'est compliqué. Oui, Mais je termine, pardonne-moi. Vas-y. Je retiens quand même de l'exemple allemand des 50 plus. Mais c'est à ça dont je voulais parler. Je retiens quand même de la réglementation sur la DCN, DNCG. Je retiens qu'une réglementation nationale est possible. Oui. Je retiens que pour le moment en France, elle est essentiellement le fait des autorités sportives qui sont des autorités de service public, puisque la Ligue était déléguée de la 3F, la 3F étant déléguée de l'État. C'est un système qui date de Vichy. Exactement, de 41. C'est fondamentalement, tout est fondé à ce moment-là. Mais je veux dire, tout ça veut dire qu'on peut avoir des règles spécifiques quand même, qui peuvent être à l'occasion législative. Ah oui, c'est ce que moi je retiens à l'occasion aussi, législative. Alors, justement, par rapport à ça, assainir les finances, multi-actionnariat, voir comment on peut agir sur la multipropriété. Il y a un quatrième point, c'était ce qu'évoquait Marc à l'instant avec l'Allemagne. Comment on peut agir justement sur l'assurance pour aller vite? Est-ce qu'en France, c'est jouable qu'un financier, que ce soit dans le cadre de la multipropriété ou dans le cadre d'investisseurs de fonds de pension, ce que vous voulez, ne puisse pas être majoritaire dans un club? Est-ce que ça, vous imaginez que c'est jouable dans le système français? C'est parfaitement jouable d'un point de vue législatif, puisque même au niveau de la société commerciale de la Ligue, le Parlement a imposé à ce que le troisième acteur qui puisse intégrer et acheter des parts dans l'entité commerciale, en l'occurrence c'était vendu par le fonds d'investissement américain CVC Partners, ne puisse pas détenir plus de 15% des parts. Donc on peut parfaitement, à l'échelle législative, comme vous l'avez rappelé, puisque ça se fait en France, en Allemagne, par la loi, imposer des plafonds dans l'entrée de nouveaux actionnaires. Les Allemands, par exemple, c'est ce qu'ils font. Donc, l'interdiction d'avoir des parts majoritaires dans une entrée de capital. Il me semble que c'est au bout de 10 ans seulement qu'ils vont avoir le droit de pouvoir devenir majoritaires. Donc il y a un intérêt de durabilité dans l'actionnariat. Et effectivement, quand on parle des fonds d'investissement, pas forcément de la multipropriété, mais des fonds d'investissement, on constate toujours qu'ils viennent à court terme pour essayer de faire de l'argent rapidement et que ça ne marche pas, donc ils s'en vont. Colonie Capital au PSG, Kick Street à Bordeaux, des acteurs qui, finalement, ont constaté que ça ne marchait pas, donc sont partis. Si, effectivement, par la loi, on impose à ce que si un nouvel acteur veut prendre des parts dans un club, c'est d'abord plafonné à part minoritaire, à réfléchir à quel montant. Est-ce qu'il viendra ? Alors, là, c'est la question, c'est ce qui viendra, et en plus avec l'obligation à ce qu'il reste au moins 10 ans avant de pouvoir être un alors, ce que nous répondait c'est pas votre collègue, j'arrive toujours jamais à me rappeler de son nom, Michael Correa Guzman. Hier, il nous disait qu'au fond, si à un moment donné on offrait justement quelque chose de durable, de rationnel à des investisseurs, ils viendraient. Ouais. Parce que justement, ils auraient un cadre assez mis. D'où l'intérêt. C'était parti, je crois, à ce moment-là. D'où l'intérêt, à mon sens, prioritaire d'assainir les finances et d'assurer un équilibre comptable, une économie rationnelle des clubs de foot. Par la contrainte, par la conditionnalité des aides, par la conditionnalité aussi au niveau de la licence club par la Ligue. Comme vous l'avez rappelé, la Ligue dépend de la 3F, qui dépend du ministère des Sports, donc de l'État, donc parfaitement imposé. Bien sûr, et j'espère que vous pourrez auditionner Vincent Labrune, président de la Ligue, mais la Ligue peut parfaitement, il faut rappeler par exemple dans la dotation des droits TV distribuée par la Ligue au club, il y a 6 millions d'euros qui sont donnés à partir de l'obtention de ce qu'on appelle la licence club. La licence club, donc vous pouvez le trouver sur Internet, il y a plein de critères qui sont fixés. Le critère, ça va être la taille de la salle de presse, la taille des vestiaires adverses, l'accessibilité pour les caméras, la taille du terrain, enfin plein de caractéristiques particulières. Ils ont intégré récemment, ce qui est bien, c'est des caractéristiques environnementales, pour imposer à ce que si les clubs passent par une forme de sobriété environnementale, on peut parfaitement, à travers l'obtention, la contrainte d'obtention de la licence club,
aussi, par exemple, il y a ces paramètres dans les critères d'obtention de la licence club imposés à ce qui est le respect de certains critères économiques ou financiers, de certains quotas, de certains ratios de financement, un non-dépassement en pourcentage de la masse salariale par rapport au budget, la valorisation des fonds propres, enfin en tout cas qu'il y ait des éléments qui soient intégrés dans les critères d'obtention de la licence club imposés par la Ligue. Vas-y, Marc. Licence club, c'est quelque chose dont on entend parler, mais je ne maîtrise pas. Si je comprends bien, chaque club a toujours une licence associative, avec une association qui demeure. C'est elle qui a en fait le droit de participer à une compétition. On a assisté parfois à des petits conflits, des gros conflits détenteurs du patrimoine, licence club. Comment ça se passe juridiquement alors? Alors là, ici, sur le cadre même sémantique de la licence club par la LFP, c'est pas le terme de licence octroyée pour avoir le droit de jouer en Ligue 1, c'est juste le terme d'obtention d'un permis de pouvoir évoluer en Ligue 1 sous couvert de respect des critères particuliers. Pour le statut juridique des équipes, il y a eu un changement de modèle, puisque jusque dans les années 80 ou 90 parce que c'était Jean-Marc Ayrault, il me semble, qui avait imposé un changement de modèle juridique des entités sportives, qui étaient jusqu'ici des associations. Il y a toujours une structure associative, et maintenant les clubs qui évoluent dans un championnat professionnel ont une structuration juridique d'entité commerciale privée indépendante. Il y a toujours une entité associative au sein du club. Vous pouvez faire partie de l'ASPSG. Il y a au sein du club une section associative. Par exemple, il y a l'équipe des jeunes du PSG, des poussins, des benjamins, qui sont dans l'association sportive du PSG. Mais dès lors que vous êtes un club professionnel, évoluant dans un championnat professionnel, vous avez un statut juridique particulier, et qui est une entité sportive. Mais on est d'accord que c'est l'association qui est affiliée à la Fédé. Ouais. D'accord. Ok. Bon, écoutez, on fera sûrement appel à nouveau à vous au fur et à mesure qu'on va avancer. Parce que ce que je remarque, c'est que plus on avance, plus je vois que le sujet, que la multipropriété, à mon avis, mérite d'être élargi. Donc je pense qu'on reviendra vers vous, si vous en êtes d'accord, pour nous aider. En tout cas, merci beaucoup de cette audition qui était très intéressante.